Ceci est un panneau au pays de Galles, écrit à la fois en gallois et en anglais. Si vous êtes déjà allé au pays de Galles, vous n'avez sans doute jamais entendu parler gallois, sauf peut-être dans le nord-ouest. Et encore, ce n'est pas certain. C'est la même chose en Écosse avec le gaélique, en Irlande du Nord avec l'irlandais, sur l'île de Man, avec le manois, et ainsi de suite. Ce sont des langues qui ont été classées par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture comme étant entre menacées et vulnérables. Les choses ont changé, beaucoup de ces langues connaissent aujourd'hui une résurgence. Comment cela est-il arrivé? Comment ces pays ont-ils perdu leur langue? Comme souvent, nous pouvons remercier l'Angleterre pour cela. Assez curieusement, c'est en fait l'anglais qui est la langue étrangère ici, car toutes les autres sont des langues celtiques indigènes des îles britanniques, qui ont évolué naturellement pendant des milliers d'années. Au XXe siècle, les Angles, Saxons et Jutes s'installent en Grande-Bretagne depuis la mer du Nord, apportant des dialectes germaniques qui fusionnent au fil du temps pour former l'anglais ancien. Pour faire court, après encore quelques siècles de bouleversements marqués par des guerres et une période où le français normand est devenu la langue de la noblesse, l'anglais a réussi à survivre parmi le peuple. Et à la fin du XIVe siècle, il avait réémergé non seulement comme la langue du pays, mais aussi comme un élément central de l'identité nationale de l'Angleterre. Mais comme nous le savons, cela ne s'est pas arrêté là. Une fois que l'anglais a été associé à l'Angleterre, son expansion a commencé. Le pays de Galles fut la première nation celtique à subir une oppression linguistique systématique de l'État anglais. Je sais qu'à ce stade, certains diront que c'était techniquement les Irlandais, avec le statut de Kilkenny. Mais c'est un peu plus compliqué, et nous y reviendrons dans un instant. Quoi qu'il en soit, à cette époque, le pays de Galles était déjà sous contrôle anglais, après avoir été conquis en 1283, mais il restait toujours culturellement et linguistiquement gallois. Le véritable tournant est survenu environ 250 ans plus tard, lorsque les lois sur le pays de Galles de 1536 et 1543 ont annexé légalement le pays de Galles à l'Angleterre, dissolvant son système juridique et imposant la common law anglaise. L'anglais est alors devenu la seule langue légale au pays de Galles, interdisant aux gallophones d'occuper des fonctions publiques. Ce qui frappe Mackenzie, c'est la clarté de l'objectif final de la loi. Elle visait à éteindre les traditions et coutumes sinistres qui différèrent des lois de ce royaume. Dès lors, le gallois a décliné sans qu'aucune nouvelle loi ne soit nécessaire. Au XVIIIe siècle, la révolution industrielle a transformé le sud du pays de Galles, alors rural, en l'une des principales régions industrielles mondiales grâce à ses riches gisements de charbon. Ce boom économique a fortement accru la demande de main-d'œuvre, attirant des milliers de travailleurs anglophones d'Angleterre et provoquant un déclin rapide du gallo. À mesure que l'influence anglaise s'accentuait, de nouveaux outils de répression sont apparus, cette fois dans le domaine de l'éducation. Au XIXe siècle, de nombreuses écoles galloises ont instauré un système disciplinaire appelé le Welsh Knot. Si un enfant était surpris à parler gallois, il devait parfois porter un jeton, souvent une tablette en bois ou en ardoise, marqué Welsh Knot autour du cou. Ce jeton était donné aux enfants surpris à parler gallois, et celui qui l'avait en fin de journée, ou tous ceux l'ayant eu, risquaient une punition, souvent une fessée à la canne. Le rapport gouvernemental de 1847, appelé Trahison des livres bleus, a aggravé la situation. Cette enquête officielle a conclu que le gallois était lié à des défauts moraux et à l'arriération, cristallisant ainsi le sentiment anti-gallois dans la politique pendant des décennies. Malgré cela, le gallois demeurait majoritaire à la fin du XIXe siècle. Autrefois, 54% de la population parlait gallois. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 18% en Sassé. Je dois aussi préciser que même si ces statistiques semblent élevées, elles ne reflètent pas entièrement la réalité. Cela ne montre pas comment le gallois est passé d'une langue nationale principale avec de nombreux locuteurs monolingues à une langue que certaines personnes parlent couramment et que très peu parlent comme seule langue. La répression contre l'irlandais a débuté un an après celle au pays de Galles. Comme je l'ai dit précédemment, techniquement, le statut de Kilkenny fut la première tentative enregistrée de légiférer contre une langue autochtone, remontant jusqu'en 1366, mais en réalité, il ne concernait qu'une petite zone anglaise autour de Dublin appelée l'Apal. À l'époque, les Anglais ne contrôlaient vraiment que cette région d'Irlande. Conquise lors de l'invasion anglo-normande de 1169, leur contrôle ne s'est jamais vraiment étendu au-delà, donc l'irlandais est resté largement dominant sur l'île. Le statut ne cherchait pas à éradiquer la langue, mais à empêcher les colons anglais d'adopter la culture irlandaise. Ce n'est qu'en 1537 que les choses ont changé. Une loi connue sous le nom de Loi pour l'ordre, l'habit et la langue anglaise a interdit l'utilisation de l'irlandais au Parlement.
imposer l'éducation en anglais et exiger que les prêches religieux soient également faits en anglais. Cela a coïncidé avec la conquête Tudor de l'Irlande, quand l'Angleterre a entrepris de conquérir l'île simultanément. En 1603, toute l'île était sous contrôle anglais, mais les lois linguistiques ont continué, contrairement au pays de Galles. Elles sont devenues encore plus strictes. En 1737, l'irlandais a été interdit dans les tribunaux par l'Administration of Justice Act, avec des sanctions financières en cas de non-respect. Cela signifiait que même si vous étiez jugé pour votre vie, vous n'aviez aucun droit légal de parler votre propre langue dans votre propre pays. Vint ensuite la National Schools Act de 1831, établissant un réseau national d'écoles primaires publiques, toutes anglophones, où l'irlandais était non seulement découragé, mais aussi souvent puni. Il est important de noter qu'à ce moment-là, malgré tout, 50% du pays parlait encore l'irlandais en 1840. Et au moins en 1800, il y avait 800 000 locuteurs monolingues irlandais qui ne connaissaient pas du tout l'anglais. La langue a été décimée en 1845 lors de la famine irlandaise. La famine a frappé surtout les locuteurs irlandais vivant dans les régions les plus pauvres et rurales, très dépendantes de la pomme de terre. Beaucoup de ces communautés avaient été repoussées vers l'ouest au fil des siècles de confiscation des terres, dans des régions moins fertiles, aggravant ainsi le problème. La famine, qui n'a duré que 7 ans, a causé 1 million de morts et poussé 1,5 million de personnes à émigrer. De 1841 à 1870, la population est passée de 8,2 à 5,4 millions et les locuteurs irlandais de 4 à moins d'1 million. En 1891 seuls, 14% de la population parlait irlandais, contre près de 50% avant la famine. Le plus incroyable, c'est qu'entre 1800 et 1911, le nombre de personnes ne parlant que l'irlandais est tombé de 800 000 à moins de 17 000. Vous pouvez voir ici à quel point tout a changé. Après la famine, la langue a décliné en raison des anciennes lois jusqu'en 1922, quand l'Irlande a obtenu son indépendance et a pu enfin tenter d'y remédier. Bien sûr, pour l'Irlande du Nord, cependant, l'histoire a continué de s'aggraver. Le nombre d'écoles primaires enseignant l'irlandais là-haut a été réduit de moitié entre 1924 et 1927. La subvention pour l'irlandais comme matière supplémentaire a été supprimée en 1934 et largement ignorée depuis. Enfin, nous avons l'écossais, qui avait peut-être la situation la plus unique par rapport à tous les autres. 2 langues étaient attaquées, chacune recevant un traitement très différent. Dans les basses terres, on parlait scots, dans les hautes terres gaéliques écossais. Le score, tout d'abord, pour beaucoup de gens du moins, n'est pas vraiment considéré comme une langue à part entière, mais plutôt comme un dialecte de l'anglais. Techniquement, c'est une langue à part entière. Quoi qu'il en soit, lorsque le roi Jacques VI d'Écosse est devenu Jacques Ier d'Angleterre, en 1603, il a déplacé la cour royale écossaise à Londres, et avec cela, le prestige royal est passé à l'anglais. Auparavant, l'écossais était la langue du gouvernement, de la littérature et du droit en Écosse. Mais désormais, la monarchie et l'élite qui la suivait adoptaient de plus en plus l'anglais pour s'aligner sur le nouveau centre du pouvoir. Ainsi, l'anglais est devenu la langue prestigieuse, tandis que l'écossais est devenu une langue de basse classe. Cela a été renforcé par les actes d'union de 1707, qui ont politiquement uni le royaume d'Angleterre et le royaume d'Écosse en un seul État politique nommé Grande-Bretagne, avec son parlement basé à Westminster. Les Écossais aisés ont commencé à engager des professeurs de prononciation anglaise spécifiquement pour les débarrasser de ce qu'ils considéraient comme leurs accents barbares. Cette suppression douce a été très efficace. L'anglais étant devenue la langue des opportunités, tous l'ont adoptée. Aujourd'hui, environ 1,5 million de personnes en Écosse parlent une forme de scots, bien que beaucoup ne s'en rendent même pas compte. En revanche, le gaélique écossais a été réprimé de manière beaucoup plus brutale. Le gaélique, n'étant pas compréhensible avec l'anglais contrairement aux Scots, semblait plus étranger, ce qui a aidé les autorités à justifier sa répression. Cela a commencé en 1609 avec les statuts d'Iona, qui obligeaient les chefs de clan des Highlands écossais à envoyer leurs héritiers dans les Lowlands pour être éduqués dans des écoles protestantes anglophones. Ce qui a suivi, c'est la Société en Écosse pour la propagation de la connaissance chrétienne, ou Société en Écosse pour la propagation de la connaissance chrétienne, en abrégé, fondée en 1709. Il s'agissait d'un réseau d'écoles religieuses privées concentrées dans les régions gaélophones, et visant à remplacer le gaélique par l'anglais sous couvert de religion et de civilisation. Les enseignants anglophones étaient étrangers. Le gaélique était interdit et les élèves apprenaient que leur langue était inférieure. À la fin des années 1700, des centaines de ces écoles ont marqué des générations d'enfants.
La répression s'est intensifiée après l'échec des rébellions jacobites de 1745, quand les clans des Highlands se sont opposés à l'État britannique. Le gouvernement a accusé la culture des Highlands d'alimenter la rébellion, entraînant une répression bien plus sévère. La Prescription Act de 1746, juste un an après l'échec du soulèvement, a interdit le costume traditionnel des Highlands. L'année suivante, la Heritable Jurisdiction Act a supprimé les droits judiciaires des chefs de clan, brisant la structure sociale soutenant le gaélique. Pourtant, la loi la plus dommageable est arrivée un siècle plus tard avec l'Education Act de 1872. C'est ce qui est souvent cité comme la politique la plus dommageable pour la langue. Cette loi imposait l'éducation obligatoire en Écosse uniquement en anglais, sans permettre le gaélique. Le Société en Écosse pour la propagation de la connaissance chrétienne avait une portée limitée, alors que cette loi couvrait tout le pays. À la fin du XIXe siècle, l'alphabétisation en gaélique a chuté, la langue survivant seulement dans des communautés rurales isolées. Le nombre de locuteurs a chuté de 5% entre 1891 et 2022, donc on aurait dit que c'était la fin pour toutes ces langues. Comment peut-on même se remettre d'un tel déclin linguistique ? Le manois et le cornique ont même été déclarés éteints par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 2009. Étonnamment, beaucoup de ces langues ont connu une résurgence. Au Pays de Galles, le gallois a fait un retour spectaculaire depuis la loi sur l'éducation de 1944, qui a permis pour la première fois aux autorités locales d'inclure le gallois dans le programme scolaire. La première école enseignant entièrement en gallois, Isgol Glencloyd, a été créée en 1956. La législation linguistique a ensuite fait du gallois une langue publique vivante. La loi de 1967 a donné au gallois un statut officiel limité, autorisant son usage en justice. 15 ans après cela, nous avons commencé à voir les bases culturelles se mettre en place. La chaîne S4C, lancée en 1982, fut la première destinée au public galloisophone. À ce jour, elle reste le seul diffuseur en langue galloise du pays. En 1993, la loi mise à jour sur la langue galloise a exigé que les organismes publics offrent des services en gallois et en anglais. Avec la loi de 1998 sur le gouvernement du Pays de Galles, ramenant le pouvoir à Cardiff et créant la première Assemblée nationale depuis des siècles, les efforts pour préserver la langue se sont rapidement accélérés. Un an plus tard, le gallois est devenu obligatoire dans toutes les écoles jusqu'à 16 ans. En 2008, S4C a lancé COO, premier bloc télévision pour enfants en gallois, conçu pour immerger la nouvelle génération dans la langue dès le plus jeune âge. Il a fallu attendre 2011 et la loi sur la langue galloise pour que le gallois soit reconnu langue officielle au Pays de Galles, permettant aux régulateurs d'en imposer le respect. Malgré tout cela, si l'on se fie aux chiffres du recensement réalisé par l'Office for National Statistics, qui tous les 10 ans demande à chaque foyer du Pays de Galles d'indiquer, entre autres, s'il parle gallois, ils ont constaté qu'en 2021, il y avait 538 000 locuteurs gallois, soit environ 18% de la population. En 2011, 562 000 personnes, soit 19% de la population, parlaient en cette langue. Si l'on regarde une carte de cela, on voit que les régions les plus peuplées, qui se trouvent au sud, sont en augmentation, tandis que les bastions traditionnels du gallois dans le nord-ouest, comme Gwynedd, sont en diminution. Mais en réalité, c'est très mauvais, car les zones où la langue décline sont celles où elle a le statut de langue communautaire quotidienne, connue sous le nom d'Ifro-Grimreig. Alors qu'elle se développe dans des endroits où elle ne sera jamais la langue quotidienne, il vaut mieux avoir 500 000 personnes qui utilisent la langue tous les jours qu'1 million qui n'en connaissent que les bases. Malgré tout, ces politiques ont ralenti son déclin. Le gouvernement gallois vise 1 million de locuteurs gallois d'ici 2050 et adoptera en 2025 une nouvelle loi sur la langue et l'éducation pour mieux intégrer, notamment les adultes, apprenant le gallois. Pour l'irlandais, sa renaissance concerne deux aspects, sa situation en Irlande et en Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni. La République d'Irlande fait plus d'efforts pour la faire revivre, mais la situation reste peu encourageante, quel que soit le contexte. Les premières mesures vers une politique linguistique officielle ont été prises après la guerre d'indépendance irlandaise, lorsque l'irlandais est devenu une matière obligatoire dans toutes les écoles primaires et secondaires. La maîtrise de l'irlandais était nécessaire pour accéder à la fonction publique et progresser professionnellement. La principale mesure juridique initiale fut l'adoption en 1937 de la nouvelle Constitution, déclarant l'irlandais première langue officielle et l'anglais seconde. Les Gaeltacht ont aussi été créés. Ce sont des districts irlandais où l'irlandais est la langue principale.
Ce sont en fait des zones légalement protégées, ce qui signifie que le gouvernement y traite l'irlandais comme une priorité d'une manière qu'il ne fait nulle part ailleurs. Les services publics doivent donc fonctionner en irlandais, les écoles enseigner surtout dans cette langue, et le financement public dépend de sa promotion et préservation. Les communautés doivent soumettre des plans linguistiques officiels prouvant leurs efforts pour renforcer l'irlandais, sous peine de perdre leur statut de Gaeltacht. À la fin du XXe siècle, les médias en irlandais se sont développés. Radio Éireann a débuté dans les années 60 et TG4 a été lancé en 1996, marquant une avancée pour l'irlandais dans la culture populaire. Dans les années 2000, la loi sur les langues officielles de 2003 a été adoptée, première loi linguistique moderne garantissant des services publics en irlandais. En 2010, le gouvernement a lancé une stratégie sur 20 ans pour rendre la langue irlandaise réellement utilisable dans la société. L'un des problèmes de la perception de l'irlandais est qu'on le voit plus comme une langue académique, une matière d'étude, que comme une part de leur culture. Ainsi, après 14 ans d'enseignement de l'irlandais, la plupart ne savent toujours pas former une phrase. Évidemment, cela vient aussi du fait que beaucoup de gens considèrent l'irlandais, tout comme certains voient le gallois et d'autres langues minoritaires, comme une perte de temps, puisque si peu de personnes le parlent et que pratiquement tout le monde utilise l'anglais à la place. En conséquence, en Lésidia, la loi sur les langues officielles de 2021 a été adoptée pour essayer de promouvoir encore davantage l'irlandais. La loi vise à réserver 20% des emplois publics aux locuteurs de l'irlandais d'ici 2030 et impose aux entreprises d'État d'allouer 20% de leur budget publicitaire à la langue irlandaise, dont un quart dans les médias irlandais. D'après le recensement irlandais de 2022 environ, 1,9 million de personnes, soit 40% de la population affirme maîtriser l'irlandais, soit une hausse de 6% par rapport à 2016. Cependant, cela peut juste indiquer qu'ils connaissent quelques mots. Le nombre de locuteurs quotidiens a baissé de 2% depuis. Les estimations du nombre de locuteurs natifs à part entière varient de seulement 40 000 à 81 000, soit à peine 1% de la population. En Irlande du Nord, la langue irlandaise est bien plus en retard pour des raisons évidentes. En fait, ce n'est qu'en 2022 que le Parlement britannique a adopté la loi sur l'identité et la langue, qui a fait de l'irlandais, aux côtés de l'anglais, les deux langues officielles du pays. Elle a aussi annulé l'interdiction de l'irlandais dans les tribunaux d'Irlande du Nord datant de 1737. Seuls 12% de la population affirme pouvoir parler l'irlandais, mais ce chiffre est en augmentation. Comme je l'ai dit plus tôt, l'Écosse est dans une situation unique, car il y a vraiment deux langues en jeu ici. Et elles viennent tout juste d'obtenir un statut officiel avec la récente loi sur les langues écossaises de 2025. Concernant le scots, peu d'efforts ont été faits pour le raviver, car il n'a jamais totalement disparu. Je veux dire, il n'existe pas de loi spécifique sur la langue pour cela. Apparu dans le programme scolaire écossais en 2004, il est encore aujourd'hui vu comme un dialecte. C'est mieux que de voir une langue disparaître. Le gaélique écossais, en revanche, a connu un combat similaire à celui de ses homologues celtiques, mais il est en réalité en train de remonter la pente. En fait, nous sommes actuellement en plein mouvement de renaissance du gaélique écossais, croyez-le ou non. Les statistiques montrent que le nombre et la part de locuteurs ont augmenté pour la première fois depuis 1971. Il y a également eu une augmentation constante de l'éducation des enfants en gaélique depuis plus d'une décennie maintenant. Curieusement, les efforts pour préserver la langue n'ont débuté qu'en 1973, avec l'ouverture de la seule université fonctionnant uniquement en gaélique écossais. En 1995, British Broadcasting Corporation Radio, non Gaël, est devenue la première station de radio en gaélique écossais. La langue a obtenu une première reconnaissance juridique symbolique en 2005 avec la loi sur les langues gaéliques. En 2008, British Broadcasting Corporation ALBA a été lancée comme première et unique chaîne télévisée dans cette langue. La chaîne produit tout, des émissions pour enfants aux séries policières. Des émissions comme le récent thriller policier et Shelan ont battu des records d'audience et ont été vendues à des diffuseurs dans toute l'Europe. Il y a aussi eu un avantage économique. Des études montrent que les médias gaéliques génèrent 1,34 livres sterling par livre investi et soutiennent 340 emplois en Écosse, notamment dans des communautés isolées des Highlands et des îles ayant besoin d'opportunités économiques. Le gouvernement écossais investit maintenant 35 millions de livres par an dans les initiatives gaéliques, la formation des enseignants, les programmes scolaires, les médias et les événements culturels. C'est un investissement énorme pour une langue qui compte moins de 70 000 locuteurs, mais cela semble porter ses fruits. Pour toutes ces langues, la bataille n'est pas encore terminée. En vérité, il paraît de plus en plus probable que l'anglais progresse partout où il subsiste. La langue est l'âme d'une culture.
Lorsqu'elle meurt, la culture suit rapidement. Alors, espérons que cela n'en arrivera pas là, mais je suppose que nous verrons bien. Merci d'avoir regardé.